Bonjour à toutes et à tous, conférence de presse du groupe Lyotte. Concernant les questions au gouvernement, nous en avons traditionnellement deux qui seront posées aujourd'hui par le député Jean-Pierre Bataille sur un sujet important, sur la formation agricole, et demain sur un sujet non moins important par David Topiak sur la prise en charge des vaccins. Ils vont nous en parler tout de suite et ensuite on dira quelques mots sur le narcotrafic et sur les déserts médicaux. Ensuite, nous répondrons à vos éventuelles questions. Alors tout d'abord, aujourd'hui, Jean-Pierre Bataille nous dira de quoi s'agit-il. C'est Jean-Pierre, tu as la parole. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. J'ai été interpellé par plusieurs directeurs d'enseignement agricole privé qui m'ont fait état d'une disparité de traitement entre les établissements d'enseignement agricole privé et les établissements d'enseignement agricole public qui date de 2022 parce qu'il y a une loi, je vais essayer de simplifier, une loi dite loi Rocard du 31 décembre 1984 qui fixait des règles de financement de la part de l'État entre les établissements publics et les établissements privés. Et dans la dernière convention récente 2022-2026, l'État a uniformément décidé d'exclure de la part de financement qu'elle doit aux établissements privés les financements qui étaient portés par les régions. Voilà, c'est un petit peu technique parce que les régions ont hérité, vous le savez, il y a une quarantaine d'années, de la charge de fonctionnement des établissements publics et privés sous contrat, mais cette charte a exclu les enseignements agricoles privés. Jusqu'à présent, les règles de financement étaient respectées et depuis 2022, unilatéralement, l'État a rompu cet équilibre de traitement. Alors, Madame la ministre aurait, et c'est pour ça que je veux la questionner, aurait promis une commission de conciliation parce que ça peut aller en justice puisqu'il n'y a pas respect des conventions légales. Et donc, je veux interpeller Madame la ministre pour savoir si cette commission de conciliation prévue fin mars, début avril, se tiendra effectivement et si les établissements qui sont 180 en France, qui représentent 45 000 lycéens et une douzaine de milliers d'apprentis, donc 30% de l'enseignement agricole dans tout son nombre, eh bien, c'est une démarche importante. 40 établissements aujourd'hui sur 180 sont en difficulté d'équilibre de fonctionnement et pourraient être amenés à fermer leurs portes dans les mois qui viennent. Merci. Merci Jean-Pierre. Et demain, M. Topiak. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Bon, on reste dans l'agriculture. Je vais intervenir sur le sujet de la grippe aviaire et de la prise en charge du vaccin, qui a été annoncé en baisse donc pour la rentrée 2025, passant de 70 à 40%, en rappelant deux enjeux. Le premier, c'est la dangerosité du virus. On a vu aux États-Unis il y a quelques semaines, quelques mois, que la grippe aviaire est passée sur des bovins. Hier, nous avons une alerte sur le Royaume-Uni où la grippe aviaire est passée sur un mouton, donc il y a un vrai problème, il y a un vrai enjeu de santé, et de prise en charge sanitaire. On voit d'ailleurs que la stratégie des États-Unis de ne pas vacciner est en train de les amener sur une vraie dérive et un vrai danger, donc de la mutation du virus. Donc en France, la stratégie est bonne, mais pour la consolider, on a besoin de continuer à avoir une bonne prise en charge. Et je rappellerai également que si le vaccin pour la filière du canard gras a été bien assumé dès le début et rendu obligatoire et donc bien accompagné financièrement, elle est stratégique dans la protection plus globale des filières aviaires. Sachez que le poulet n'est pas vacciné, les autres volailles ne sont pas vaccinées. Il n'y a guère que le canard qui est vacciné et qui finalement, la vaccination du canard, qui est l'animal qui transite le plus sur nos territoires parce qu'il y a plusieurs ateliers des couvoirs prêts à gaver, au gavage. Les canards transitent dans plusieurs ateliers et donc propager plus facilement le virus. Et le fait de vacciner les canards protège l'ensemble de la filière aviaire. Donc, on demande à ce que la solidarité nationale s'applique et que l'État assume pleinement la prise en charge à hauteur de 70% et qu'on ne revienne pas et qu'on n'abaisse pas à 40%, parce qu'effectivement, ce que les éleveurs font pour le canard protège les autres volailles, donc c'est important aussi d'un point de vue sanitaire. Et je demanderai à la ministre de garder les engagements qu'elle avait déjà pris au Salon de l'agriculture sur les 70%. Merci beaucoup Paul. Donc deux sujets importants. Paul Molac va nous parler du narcotrafic. Avant qu'il n'intervienne, j'aimerais vous dire quelque chose en tant qu'ultramarin. On sous-estime la problématique du narcotrafic en France. 1 kilo de cocaïne pure sortant de Colombie, c'est 1 000 €. Ça transite forcément, pour 90%, par la Martinique,
et la Guadeloupe. Ça fait 6 000 euros. Ça passe de 1 000 à 6 000 euros. Et arrivé en Europe, ça fait 36 000 euros le kilo de cocaïne pure. Ça veut donc dire que ça fait x 36. Les narcotrafiquants ont des moyens colossaux. Ils s'introduisent dans des familles. Ils arrosent des jeunes qui sont souvent en sous-emploi et ils s'infiltrent dans nos familles et ça fait qu'aujourd'hui, et la corruption à tous les étages, et parfois, j'ose le dire, sous complaisance passive de l'État qui se dit, bon, puisque ces jeunes n'ont pas de travail, ils vont passer par la case, je trafique, je passe en prison, etc. Et je constate que dans cette loi, qui va dans le bon sens, mais Paul Molac le dira bien mieux que moi, il n'y a quasiment rien sur les Outre-mer. Donc je crois que j'invite les journalistes à vraiment s'intéresser à cette problématique. Mais enfin, Paul Molac va être plus précis que moi. Non, alors pour répondre à cette problématique des Outre-mer, effectivement, j'avais dans la DG déjà appuyé là-dessus. Parce qu'en fait, évidemment, les moyens ne sont pas prévus. Hein, c'est juste des moyens juridiques, mais les moyens proprement sur le terrain, on n'y change pas grand-chose et ce n'est pas cette loi qui va le faire. La seule chose qui puisse être intéressant, c'est le fait que désormais, les écoutes sur les téléphones satellites sont autorisées et rentreront dans la procédure. Ça, c'est dans la loi. Et c'était un des problèmes, puisqu'évidemment, quand ils sont sur l'océan Atlantique, quand il y a des communications, elles se font par téléphone satellite. Donc ça, c'est un des aspects qui devrait vous aider. Globalement, donc, la discussion de la loi traîne un peu, c'est le moins qu'on puisse dire. Il nous reste 80 amendements, dont une quarantaine de rapports et autres joyeusetés. Bon, on aurait sans doute pu aller un peu plus vite. On a eu un certain nombre d'amendements qui ont été votés, dont celui de l'emprisonnement des gros trafiquants pendant 2 ans dans des quartiers de sécurité, y compris d'ailleurs quand quand ils ne sont pas encore condamnés. Il y avait eu pas mal de discussions. Le gouvernement voulait 4 ans. Finalement, on s'est mis d'accord sur 2 ans. Ça a été voté. Pas mal d'amendements aussi de notre collègue Froger pour l'anonymat, par exemple, des surveillants pénitentiaires, pour éviter évidemment qu'ils soient directement sous la coupe et la menace, eux et leurs familles, des trafiquants. Pas mal de choses aussi sur les repentis portés par Paul-André Colombani, puisque en Corse, c'est une situation particulière, et donc on était particulièrement attentif à ça. Et puis, quelques regrets. Bon, alors, le 8 ter n'a pas été, ça a bien été confirmé, ça a été supprimé en commission, supprimé aussi, et le gouvernement a été battu. Le regret, c'est sur le coffre et le fait qu'un certain nombre de choses ne soient pas à disposition des avocats. Là-dessus, on a un petit bémol, même si ça a été encadré. Et puis, la dernière chose, c'est évidemment le problème du déclenchement à distance pour les écoutes. Là-dessus, on n'était pas spécialement chaud. Mais, globalement, notre avis sur l'ensemble de cette loi reste positif. Très bien. Merci beaucoup, Paul. Et enfin, notre nouveau président, Laurent Panifos, que je n'ai pas encore eu l'occasion personnellement de féliciter publiquement, ce que je fais. Les travaux se passent parfaitement bien au sein du groupe Lyotte avec ce nouveau président qui a pris ses fonctions avec nous et les collaborateurs de façon tout à fait pertinente. Il va nous entretenir sur les déserts médicaux, cher président. Merci Olivier, merci pour tes mots. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi pour commencer de saluer le président Chassaigne qui est passé juste avant nous. J'ai eu le privilège de pouvoir siéger aux côtés de lui une fois à la conférence des présidents. C'était sa dernière, c'était presque ma première, puisque ça ne fait que 3 semaines que j'ai le privilège d'être président de ce groupe. Donc voilà, je sais que c'est un moment particulier à l'Assemblée nationale, en général. Le départ de M. Chassaigne, qui est une personnalité forte pour toutes et tous, quelles que soient nos sensibilités politiques. Ceci étant dit, oui, le texte sur les déserts médicaux qui commence en commission demain matin, c'est un texte important. Beaucoup de députés de notre groupe ont co-signé cette proposition de loi. C'est un texte qui est en travaux depuis maintenant près de 3 ans, depuis la dernière législature, le début de la dernière législature, avec ce groupe de travail transpartisan, 258 co-signataires. Donc
Je pense que c'est un texte qui sera largement soutenu. Il est en tout cas très symbolique puisqu'il envisage la question de la régulation des médecins, et qui est le cœur, je crois, de ce texte, et qui est un changement profond dans la relation de l'installation des médecins à l'installation. Je veux juste insister sur un point, je le fais toujours, c'est que c'est quand même la régulation la plus light, la plus soft que l'on puisse imaginer, puisqu'il s'agit, il faut le rappeler, ce n'est pas une régulation coercitive, il s'agit bien d'une régulation soft, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'installer librement là où il y a trop de médecins, on peut s'installer librement dans les 87% du territoire où il n'y en a pas assez. Il faut toujours le rappeler. Je respecte parfaitement celles et ceux qui considèrent que la régulation n'est pas acceptable pour le corps médical. Je veux dire que cette version de la régulation est une version très légère. On peut entendre que pour pouvoir s'installer dans une zone déjà surdotée, il faille alors une autorisation de l'ARS qui constate qu'effectivement il y a une sortie de médecin de la même spécialité. Je trouve ce texte raisonnable. Encore une fois, je respecte les avis contraires, mais il ne faut pas faire dire à ce texte ce qu'il n'est pas. Merci, Président. Des questions éventuelles, s'il vous plaît. Madame. Oui, Rachel Gara-Dumont. Monsieur Panifous, à la conférence des présidents, est-ce que le groupe Lyotte fait partie des groupes qui se sont opposés au changement d'ordre du jour voulu par le gouvernement avec la fameuse proposition de loi sénatoriale sur les néonicotinoïdes? Il ne fait pas que sur ça, mais voilà. On va parler des airs médicaux. Du plomb, c'est ça? Du plomb. Oui, la réponse est oui. En fait, absolument pas parce qu'on considère que ce texte n'est pas important. Il est essentiel. Le gouvernement n'a pas forcément à nous demander notre avis. Il a la main sur l'ordre du jour des séquences qui lui sont réservées à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a voulu solliciter les présidents qui, très majoritairement, n'ont pas souhaité décaler l'ordre du jour parce que ça perturbait non seulement le travail en séance, mais aussi le travail en commission, à quelques jours des 10 textes qui doivent être travaillés. Et à titre très personnel, ça reporte sine die le texte sur la fin de vie. Et pour travailler dessus depuis 3 ans, un peu ou peut-être beaucoup, j'ai absolument pas envie que ce texte non plus, qui est très important aussi, comme le texte sur du plomb, ces 2 textes sont essentiels. Il y a un ordre du jour qui a été planifié, qui est clair. Je ne considère pas, c'est pour ça que moi je me suis opposé, j'ai donné mon avis, puisque je n'avais pas à trancher, au fait qu'on change au dernier moment l'ordre du jour. Et je redis, nous considérons que ce texte est essentiel pour la question agricole, bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions. Oui. Sur les narcotrafiquants, l'ensemble du groupe vote plutôt pour, Plutôt pour. C'est ça. Je pense qu'il y aura une majorité pour. Vous êtes unanime sur les avocats, qui, en fait, vous êtes un peu l'avocat des avocats, c'est la remarque que vous avez faite sur préserver, etc. Est-ce que vous avez des divergences là-dessus dans le groupe? Alors, pour l'instant, on n'en a pas discuté spécifiquement là-dessus. J'ai donné le point de vue. De toute façon, ce sera quelque chose de global. On peut pas. Il y a toujours des choses dans les lois, de toute façon, qui nous déplaisent et d'autres qui nous plaisent. À un moment donné, il faut couper. Et alors, on en reparlera puisque le vote solennel, c'est la semaine prochaine. Donc, on a encore le temps d'en reparler dans notre prochaine réunion qui sera mardi prochain. Merci. Merci à vous.